Bonjour à tous, nous voici de nouveau pour une nouvelle émission de Face à Face. Cette fois-ci, c'est l'émission bis de la rentrée avec un invité et avec qui j'ai beaucoup quand même discuté pendant ces vacances, notre ami Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut Silvano, comment tu vas? Alors, ces vacances, est-ce que ça s'est bien passé? Tu t'es bien reposé ou alors tu t'es encore acharné de travail, de recherche, etc. Je sais que tu avais fait une conférence là à la salle, j'ai vu un petit peu, ça a fait un petit peu du bruit. Donc, ouais, tiens, parle-moi-en un petit peu de ton ressenti. Mon ressent, bah voilà, on échange, pourquoi pas. Écoute. Allez, on est entre nous deux. On est au bistrot, voilà. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, peut-être, ou j'en sais rien. En fait, voilà. Moi, c'est vrai que ce serait Voilà, intéressant. allez, on échange. De toute façon, on prépare. Alors pour ceux qui nous écoutent, on prépare Ah ouais, avec Jean-Pierre, mais jamais strictement rien. rien. On essaye, franchement, on essaye. Là, on s'est donné 2 mois, on s'est dit là, on va essayer de préparer quelque chose de bien structuré, on va bien pouvoir aller au fond des sujets, etc. Et en fait, non. Ça ne marche pas comme ça, en fait, hein, nous. Non, de toute façon, on n'arrive pas. De toute façon, dès qu'on se téléphone, on se téléphone pendant 2 heures et on parle de Ouais. pouf, ça part dans tous les sens. Ah ouais, mais alors ça c'est bien, on va pouvoir en discuter dans une émission, puis on se rappelle et on part dans d'autres Autre sens chose. complètement différents. Et à la fin, on n'a jamais rien foutu, quoi. Ouais. Donc, ben écoute, oui, c'était une expérience. Ma première conférence, elle a eu, à mon grand étonnement, hein, franchement, c'est pas de la fausse modestie, un succès pour l'instant sur YouTube parce que je l'ai même pas publié il y a un mois. Elle dépasse les 10 000 vues avec des commentaires ultra positifs. Mm. Euh, j'ai supprimé un commentaire, un grossier personnage. De toute façon, tout ce qui est grossier, autant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, j'adore discuter avec ces personnes qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. Autant des personnes qui sont grossières et vulgaires, ça je discute pas du tout. Et, et alors, ma grande surprise, c'est qu'il n'y a pas d'argument, Jean-Pierre, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même ceux, parce que je sais qu'ils sont nombreux, parce qu'en ufologie, ben, en fait, tu as deux grandes tendances. Hein. Tu as les taules et boulons qui croient dur comme fer, c'est le cas de le dire, aux phénomènes extraterrestres nombreux qui sont sur Terre, venus pour la plupart nous éveiller, qui sont des êtres de lumière, blablabla. Bla, bla, bla. Et d'autres qui penchent l'inverse, quoi, que c'est des reptiliens qui manigancent avec les gouvernements et qui vont vers le nouvel ordre mondial, Bluebeam. Hein. Ouais. Alors là, le plus grand secret Ouais, plané. ouais, ça c'est. Ah, ça c'est royal, ça. Le Blue Beam, ça c'est. Alors, le Bluebeam, pour ceux qui ne savent pas, c'est la création holographique d'une supposée invasion extraterrestre qui permettra la création d'un gouvernement mondial, d'un État policier, blabla. Voilà, c'est supposé être le plus grand secret, mais tout le monde est au courant. C'est un truc de fou, depuis 20 ans, tout le monde est au courant. Donc je me dis, ben, dis donc, comme secret bien gardé, il y en a eu d'autres. Et donc, malgré le fait que mon émission n'a rien à voir avec tout ça, j'étais très étonné quand même qu'elle ait eu reçu un bon accueil. D'un autre côté, je vais passer des vacances fort studieuses, parce que je passe toujours des vacances fort studieuses à lire, bien, je m'amuse aussi, hein, bien sûr, et à me déconnecter, parce que de temps en temps, il faut savoir se déconnecter de l'actualité, qui est Ouais. vraiment chose anxiogène, Mm. du net, qui est encore plus anxiogène. Et donc après, quand je reviens, j'ai quand même été faire un petit tour sur le net, quoi. Hein. Et alors là, c'était incroyable, quoi. J'étais assommé de publications négatives, une grande Oui. majorité sur le satanisme et la pédophilie. Ouais, ça Il y a c'est des ça c'est. personnes qui consacrent des dizaines et des dizaines de publications en chaîne. Quand tu les lis, bah, tu crois que tu es sûr que tout le monde est devenu pédosataniste, quoi. Hein. Mm, mm. Alors, soit ces personnes, bah, elles restent toujours derrière leur PC et elles sortent jamais, voire dans la vraie vie. Hein.
Dans d'autres, évidemment, publications sur le programme scolaire de la rentrée. Hein. Bah, le programme s'est transformé en pornographie hein, complète. Hein. Donc, je ne sais pas si ces gens connaissent, ils discutent avec des instituteurs personnellement. Hein. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tenez-vous loin, loin de ces personnes. Elles vibrent bas, vous font vibrer bas. Mais sinon, j'ai vu aussi des tonnes encore de nouveau de publications de fin du monde proche. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, ces chaînes qui publient des fins du monde, avec la puissance d'Internet et la mémoire d'Internet, tu tapes fin du monde 2000, tu vois. Et là, tu vas avoir les fins du monde annoncées 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Chaque année, ils annoncent la fin du monde. Ouais. Ces films-là ont 300, 400, 500 000 abonnés, quoi. Et chaque année, ils annoncent des catastrophes qui n'arrivent jamais. Mais pourquoi les gens les lisent? Au moins, tu vois, et quelqu'un peut se tromper. À quoi ça sert de suivre un économiste qui raconte des choses qui s'avèrent jamais? À quoi ça sert d'écouter des annonces aussi anxiogènes qui n'arrivent jamais? Ça veut dire que c'est du pipeau, qui se juge des chaînes à clics. Il y a deux choses qui font vendre Jean-Pierre. Le bien et le mal, ça a toujours été comme ça. Ceux qui croient aux aides de lumière, alors là, les publications avec sur le net des gens qui disent mes guides m'ont dit. Alors j'ai reçu des informations de mes guides. Moi, je connais des gens qui sont très éveillés. Ils se permettraient jamais de dire ça. Quoi. Ils se permettraient jamais de dire ça. Les guides, ils disent rien. Ils insufflent s'ils existent. Et donc ensuite, il y a toute une publication encore sur le récentisme. On est un vent-lit du récentisme, l'histoire. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Moi, je rebondis juste un petit peu sur ce que tu me dis là, parce que c'est vrai que depuis les années 80, on est toujours dans le même système. Hein. Moi, ce que je lis maintenant, on l'a vu en 1980. Je sais plus si tu te rappelles. Bon, il y a les gros mouvements avec les ovnis des années 75. Avec, je sais plus si tu te rappelles la chanteuse Tony Chardin. Comment ça s'appelait Comment elle s'appelait Tony Chardin. Tony Chardin. Voilà, Tony Chardin. Tony Chardin. Tony Chardin. Ouais, Tony Chardin, ouais. Et la femme ouais. du couple, elle était tombée dans le côté raélien, qui était, tu te rappelles, je sais plus comment il s'appelle. Jean-Claude Vorlon. Non, Raël. Claude Vorillon. Vorillon, voilà. Vorlon. Oui. Ouais. Oui, donc voilà. Aujourd'hui, il est richissime. Hein. Oui, bon, ça, tant mieux, il a fait son business, mais à l'époque, il faut quand même comprendre ils ont expliqué qu'il était monté par une échelle. Il décrivait tout ce qui était de l'époque, hein, des années 70, le mobilier des années 70. Il le décrivait. Et les gens, ils disaient waouh, c'est super, génial, etc. Et moi, à l'époque, j'étais assez jeune quand même. Je suis de 67, donc j'ai 51 ans. Donc 67, voilà, on voyait ça et je me rappelle que je me suis dit, mais ça peut pas être des extraterrestres. Pas avec un mobilier comme ça, tous les boulons, où tout d'un coup on monte à une échelle, il y a une table, un truc, voilà. Et tous les gens étaient captivés. Mais maintenant c'est pareil. Maintenant, on a à l'ère de Internet, de trucs, du machin, on peut vérifier toutes nos sources. Il y a un mec qui va encore arriver et qui dit bah tiens, je me suis fait adopter et voilà, super, on va le croire. Ou j'ai vu Metraya, ou j'ai vu un Vénusien, pour parler un peu d'OVNI là, et tout le monde va y croire. Et pourtant, je vois plus notre discernement. Je trouve qu'on avait beaucoup plus de discernement il y a une vingtaine d'années que maintenant. Parce qu'on est surchargé d'informations. Et selon ton affinité émotionnelle, tu vas aller vers telle ou telle information.
C'est exactement ça. Et tu vas d'autant plus facilement vers soit cette fameuse dualité, soit Liti qui va t'éveiller, soit vers les pédosatanistes. Hein. Oui, Les... alors là, voilà. Alors ça, c'est c'est deux mouvements où maintenant, c'est voilà, c'est soit il y a un sauveur, soit c'est un complot. Donc on arrive sur notre côté judéo-chrétien qui dit du bien et du mal, quoi. Donc le bien, bah, va arriver des étoiles parce que nous, on est incapable de faire quoi que ce soit, on est les mauvais, on pourrit la planète, etc. Donc on peut plus rien faire. Donc il y a forcément un sauveur quelque part qui est encore comme un père. Hein, on va faire de la psychanalyse de couloir là, comme un père qui est là, qui veille sur ses enfants et qui nous laisse jouer à faire la guéguerre ou faire ci. Et puis tout d'un coup, un jour, il en aura marre, il va venir et puis il va, bloubim, il va arriver, il va dire bon maintenant les enfants, vous arrêtez, ça va se passer comme ça, je vais vous sauver. Ou alors le côté encore plus noir, c'est tous nos dirigeants, on est manipulés depuis longtemps, donc c'est toujours extérieur, hein, c'est toujours extérieur à soi, qui nous maltraitent, qui sont des, il y a le mal partout, qui enlève nos enfants, etc., etc., etc. C'est toujours les mêmes mythes en fait. Hein. On trouve toujours sur le mythe du sang ou du sexe ou etc. Toujours la même chose. Mais c'est pas depuis maintenant, c'est depuis 5 siècles, 6 siècles, 1000 ans, on a toujours le même processus. On va Voilà. toujours chercher à l'extérieur qu'on est incapable de trouver à l'intérieur. Attention, à Alors, l'intérieur, qu'est-ce que c'est hein? Oui. non, mais je disais, on fait juste une petite parenthèse, ce qui ne veut Ouais. pas dire que tout ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Tout Bien à fait sûr que ça. les pédophiles existent, bien sûr que les satanistes existent, euh, bien sûr que les abductés qui vivent des choses étranges existent, bien sûr que des gens qui ont vu des ovnis et bien plus existent. Mais là, ce qu'on est en train de parler avec Jean-Pierre, c'est on a l'impression Mhm. que on a, en lisant sur le net, en étant sur les trucs, les forums, c'est la généralité, quoi. Et c'est loin d'être le cas. Et beaucoup de choses peuvent s'expliquer. Et moi, je me suis dit, purée, c'est peut-être une vision qu'occidentale. Et toi, Jean-Pierre, qui a une vision, Mhm. qui a la chance d'être, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les autres émissions, Jean-Pierre est d'une lignée templière, un templier depuis le 10e siècle, le 11e Ouais. siècle. Et en même temps, tu as eu les enseignements pendant un an complet, 24 heures sur 24, 7 Mhm. jours sur 7, d'un maître taoïste. Alors, quelle est la vision orientale? Parce que finalement, dans tous ces sites internet, on reste entre occidentaux. Quelle est la Oui. vision orientale de tout ça? Alors, la première chose qui est assez troublante, euh, c'est que quand on va se heurter à cette vision orientale, c'est qu'il privilégie d'abord le corps, le travail du corps, par rapport au travail, nous, intellectuel, de l'esprit, voilà, mental ou émotionnel. Pour eux, ce qui est très important, c'est toujours ce rapport au corps, travailler son corps, travailler, alors ils disent l'énergie, etc. Mais ils disent, plus le corps est fort, alors ils peuvent parler de véhicules, ils peuvent parler de plein de choses, hein, plus tu as accès à autre chose. Donc ils ont vraiment une vision intérieure. Euh, Moi, j'aime bien un auteur qui est jamais cité, jamais, un très très vieil auteur. C'est Sri Aurobindo. Donc j'invite beaucoup de gens à relire ses écrits parce qu'il parlait de supramatière. Et la supramatière, pour lui, c'était la spiritualité. C'est plus on va dans notre cellule, plus on va à la rencontre de notre matière, de notre cellule, plus en fait on arrive à cette spiritualité du tout. Donc pour être très basique et très simple, la vision orientale, c'est je me construis de l'intérieur et je regarde ce qui se passe, de mon interaction avec l'extérieur, action-réaction. Je me construis, je regarde ce qui se passe.
La vision occidentale, c'est je me construis par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que souvent, vision occidentale, on a des idoles. Par exemple, quand on est ado, on a une idole, un chanteur, un acteur de cinéma, un sportif. Et on essaye, son père, juste déjà, et on essaye de lui ressembler. Et tout ce côté comportemental se met en place. On est toujours confronté à l'image de l'autre. Est-ce qu'on ne veut pas être jugé? On veut être bien, on veut être fort, ou on se trouve pas beau, ou on se trouve pas fort, ou on se trouve pas intelligent. Mais c'est toujours un rapport avec l'autre. Ça, c'est vraiment la vision occidentale moi, qui m'a sauté aux yeux. Quand j'ai fait mon initiation et quand j'ai commencé à vivre à côté, déjà, quand je parle d'initiation, parce que j'ai lu les nombreux commentaires que j'ai eu aussi par rapport à nos 2 vidéos. Donc, j'invite beaucoup de gens à vraiment s'intéresser au chamanisme et à vraiment comprendre ce que c'est le chamanisme. Il y a suffisamment de lecture dans ce monde, sans me parler de Castaneda, etc., s'il vous plaît, où il y a vraiment des anthropologues qui ont vraiment retroussé leurs manches, qui ont été voir des peuples, qui ont vu énormément de peuples, qu'ils ont essayé de trouver ce que c'est le chamanisme. Et s'il vous plaît, renseignez-vous sur le chamanisme asiatique. Donc, alors là, il faut que tu nous donnes des conseils de lecture et que tu nous expliques pourquoi non Castaneda. Parce que c'est une vision orientale déjà, et c'est une vision occidentale, et c'est une vision faut remettre Castaneda à son époque. Et c'est une époque où il y avait plein de choses qui commençaient à se découvrir. Et lui, il a surfé sur cette petite vague. Et pour faire le parallèle, Da Vinci Code, Dan Brown. Voilà. Donc pour moi, Castaneda a parlé des chamans comme Dan Brown a parlé des Illuminati. Voilà. Donc maintenant, tu as vu ce que ça a donné Dan Brown et les Illuminati. On parle des Illuminati partout. Tu m'as parlé tout à l'heure de complot. Donc les Illuminati, voilà, renseignez-vous encore. Je sais pas, moi, à ton époque, on était obligé de se lever ses petites fesses, d'aller dans une bibliothèque, de payer, d'avoir un abonnement pour pouvoir prendre des livres, ou alors il fallait avoir des autorisations pour avoir des livres très particuliers. Et il fallait avoir, voilà, on a pu avoir accès à des livres particuliers parce que, voilà, on a joué de nos, peut-être moi de ma génétique, on va dire, et toi de tes contacts, on va dire comme ça. Et on a pu accéder à des livres que Monsieur Tout-le-Monde n'y a pas accès. Maintenant, avec l'outil d'Internet, on a accès à des vieux livres, vraiment, vraiment, je sais pas, faites Google, je sais pas comment ça s'appelle, Google Livres. Essayez, regardez, tapez n'importe quoi, par exemple Templiers, francs-maçons, Illuminati. Vous verrez plein de littérature toujours de la même époque. Renseignez-vous sur Léo Taxil, par exemple. Pourquoi voilà, vous allez faire le lien entre Illuminati et Léo Taxil et vous allez comprendre que tout le complot d'Illuminati vient d'un monsieur qui a voulu faire un peu le buzz à l'époque. Donc c'était des livres. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire du buzz. Bien plus rapide. Ok, oui, ok, oui. Voilà. Pour revenir avec ton analogie là sur l'Orient par rapport à l'Occident, parce que tu m'as dit qu'il mettait l'accent sur le corps, tu en avais pensé à quelque chose, à une différence fondamentale entre, par exemple, la médecine chinoise et la médecine occidentale. Figure-toi, quand moi, ayant un ami médecin chinois, d'ailleurs, j'ai envie de faire quelques émissions avec des orientaux. Mon médecin chinois, avec même du côté de l'Inde aussi, ça serait intéressant. Mon médecin chinois me dit en Chine, on prépare l'arrivée de la grippe en été.
C'est-à-dire qu'on Oui. va commencer à former, à traiter les personnes en été pour les fortifier, alors avec une sorte de patch de plantes qui va être mis dans le dos, et ils n'auront pas la grippe en hiver. Alors que en Occident, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas du vaccin anti-grippe qui ne cure Ouais, rien. non, rien, rien. Mais, On attend la grippe et quand elle arrive, on ouais, soigne. Tu vois? voilà. Ouais. Voilà. Faut savoir que par exemple, l'empereur, quand il avait son médecin, s'il tombait malade, le médecin était décapité. Donc voilà. Hein, ça calme. Oui, ouais, ça calme. Hein. Donc, ouais, ça veut dire que lui, il devait, mais c'est une science qui ne s'apprend pas au bout d'un an, 2 ans ou 4 ans. Il faut savoir que, par exemple, un médecin acupuncteur occidentaux, s'il a son diplôme, il passe un week-end et il peut planter des aiguilles. Voilà. Pour donner un exemple, mon maître me disait que l'aiguille, on ne doit pas dépasser 3 aiguilles sur un corps. Quand on voit des séances d'acupuncture où tu as l'impression d'être un hérisson, c'est une vision occidentale. C'est une pratique occidentale. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis c'est une pratique occidentale. Je vais t'expliquer pourquoi. Chez eux, dans la pratique orientale, il y a 3 aiguilles, voire une aiguille. Mais pour mettre une aiguille, ça demande une telle science, ça demande de savoir plein de choses. Le mouvement des planètes, l'heure, etc. Parce que il y a toute ils sont très, on appelle ça une médecine holistique. Ils sont très holistiques, c'est-à-dire ils ne sont pas, ils sont globales. Et on reparlera de ça, tiens, global, local, on reparlera de ça et on reviendra sur les ovnis avec ça. Donc ils sont très globales et ils essayent en fait de trouver là où il y a une mauvaise circulation, là où il y a un blocage. C'est vraiment de la plomberie, tu vois, par exemple la médecine chinoise, acupuncture. La plomberie. Donc là, on va dire que l'acupuncture, c'est un peu pour les orientaux l'allopathie. C'est le dernier, vraiment, le dernier recours. Alors, tu t'interroges pourquoi c'est le dernier recours? Parce qu'il y a une aiguille qui pénètre un corps. Ça veut dire qu'il y a pour eux violence. Il y a atteinte à une intégrité. Donc on fait ça en dernier recours. Et bien avant, il y a plein de thérapies de prévention qui va être les tisanes, tout ce qui va être plantes, mais ça va être aussi les sons, ça va être les massages. Nous, on a un choc, on va voir notre ostéopathe. C'est génial déjà d'aller voir un ostéopathe. Tu es d'accord? On garde notre voiture, bien sûr, il y a des bouchons, on est super énervé, on arrive dans la salle d'attente, il fait chaud, on arrive devant l'ostéopathe. Bien sûr, dans notre système français, il n'a pas beaucoup de temps, donc de nous laisser se reposer. On se déshabille, on se met sur la table, crac, crac, hop, au revoir. On a passé une demi-heure, ça c'est super. 3/4 d'heure, c'est merveilleux. Un quart d'heure, c'est souvent ça. En ostéopathie, vous allez voir en Orient, enfin en Asie, vous passez devant quelqu'un qui va vous euh, tordre la structure, déplacer quelque chose dans la structure. Et ben on fait des massages avant. On détend le corps. On le met dans une attitude positive et de relaxation, on va dire de zénitude. Mais pourquoi? Parce que lui, l'ostéopathe, il sait où. Aux États-Unis, ils ont importé ça de l'Orient, ils ont appelé ça chiropractie. Hein, les chiropracteurs, tu as vu, c'est quelqu'un, c'est bien costaud. Hein. Ben, ils adoucissent et c'est beaucoup moins violent. Moi, j'ai vu des ostéopathes, ils prennent le doigt, là, le pouce, ils tordent le pouce, et en fait, tu as toute la chaîne musculaire qui va déplacer la vertèbre.
mais parce que aussi, tu es super détendu. Voilà, maintenant, nous, occidentaux, complètement stressés par le temps, par nos occupations quotidiennes, on peut faire ça. Hein. Donc, on est obligé d'aller fort. Tu vois la différence un petit peu? Mm. Mm. Ah ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Elle Mm. est énorme. Il y a un respect du corps. Nous, on va toujours à la fin, dans l'urgence. Et quand on veut parler de prévention, on se heurte à un grand mur qui dit, ben non, si t'es pas malade, t'es pas malade. Donc, te soigne pas. Ne Voilà. fais pas la prévention. Pourquoi faire de la prévention? Ben non. Et puis ils pourront pas vendre des médicaments, donc c'est pas bon. Oui, c'est encore un autre si. Enfin, on rentre pas parce que c'est facile, tu vois, c'est facile de glisser là, de dire, bah voilà, c'est les lobbies pharmaceutiques, etc. et tout. C'est facile de glisser, c'est vrai, mais c'est facile de glisser. Hein, on peut nous prendre un revers. Ah oui, mais vous parlez encore de conspiration, etc. et tout. Tu vois, c'est très facile de glisser là-dessus. Et là, c'est pas de la conspi, c'est des sous-sous, c'est du business. Ouais, mais tu sais, au Japon, il y a un business de prévention qui est là aussi, hein, Ouais, c'est, mais avec des résultats, eux. oui, oui, Ah, mais attends, mais ils y vont tout le temps. Après, tu vas dire, t'es pas censé tout le temps de te prémunir sur n'importe quoi. Mais en fait, ça devient un mode de vie. Ils viennent régulièrement faire ces petites séances d'acupuncture, des petites séances ou voir un naturopathe. Enfin, chez nous, ils appellent ça un naturopathe. Mais voilà, de dire, de fonctionner, ou un énergéticien. Alors là, c'est un grand mot. Hein. Je l'utilise, mais c'est par provocation. Pour dire, est-ce que toutes mes énergies sont bien? Est-ce que je suis bien centré? Est-ce que voilà. Et il y a comment une manne financière, et il y a des thérapeutes, qui soient bons ou mauvais, hein, dans la prévention, dans la médecine asiatique, qui sont là aussi. Par contre, quand on se casse un bras, il y a fracture, donc il y a cassure dans la matière, il n'y a pas de prévention. Et la médecine orientale va dans la médecine allopathique pure et dure, dans la chirurgie pure et dure, mais voilà. Par contre, il y a certains qui font attention quand ils se font opérer, de bien recoudre. Parce qu'ils savent qu'il y a des méridiens qui passent, etc. Donc ils essayent de suivre euh, le muscle, voilà, de ne pas mettre les tissus un peu n'importe comment. Quoi. alors quelle était l'analogie que tu voulais faire avec l'ufologie? Ah, global local. Oula, Oui. là, là, boum, ça m'est revenu, tu sais, est-ce que tu as entendu parler de Jacques Ravatin? Ouais. Voilà. C'était un mathématicien et il a fait, bon, je sais plus dans les années, bon, moi j'ai entendu ça, et ça m'avait très 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 perturbé à l'époque, dans les années 90, je pense. Et c'était un des premiers qui parlait d'objets fractals. Et tu as vu que ça, c'est encore un autre sujet où tout le monde parle de quantique. Donc il y a ceux qui essayent de dire ouais c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils sentent, et puis il y a euh, les sceptiques, pour ne pas citer de nom sur internet ou moi je peux parler de quelques-uns parce que j'ai été confronté hein, aux zététiciens à un moment donné, mais voilà dans ce côté-là sceptique, j'ai rien contre eux tant qu'ils respectent ce qu'ils reprochent aux autres. Mais euh, c'est vrai que maintenant, on parle, alors avant, dans les années 90, c'était l'énergie. Ouf, l'énergie, je sens des bonnes énergies, tu dois avoir être bon, tu dois être bon, hein, le côté amour, ouh, je sens, tu viens, tu as eu des réincarnations, tu étais une grande déesse, etc. et tout. Toi, avec la gestuelle un peu psychédélique des années 70. Donc, Il y tu en a vois, encore. il y en a toujours. Tu vois que c'est pour ça que je te dis, nous fonctionnons, nous les Occidentaux, on fonctionne par image. Et
quand on parle d'un sujet, il faut qu'on ait une attitude pour parler de ce sujet. Moi, je vais revenir à Jacques Ravatin. Voilà, quand on recherchait des informations un peu sur la spiritualité, le côté un peu off de la science, on devait se taper, on devait aller à des conférences, on devait faire des salons de voyance, des salons de cristaux, des salons de bien-être, des salons sur les énergies, bioénergie, sur les salons asiatiques, sur les salons arts martiaux, etc., pour essayer de capter un petit peu plein d'informations, de voir des gens différents et tout, quoi. Donc on y allait quand même. Maintenant, c'est sûr que maintenant on fonctionne que par image, c'est-à-dire on se prend l'internet, hop, on clique, on truc, image, ah ça me plaît, je suis émotionnellement en phase avec ça, oui c'est vrai. Alors voilà, c'est bon. C'est un scientifique, ok c'est bon. C'est un religieux, ok, c'est bon. Ou c'est un scientifique, oh là, il a rien compris. Ou c'est un religieux, oh là là, ça, il va nous ressortir Satan, Lucifer, etc., les Illuminati. Ouh, c'est reparti. Tu vois, c'est très facile en fait de fonctionner par image et par subjectivité émotionnelle. Juste, en fait, c'est que les émotions. On interagit sur un sujet émotionnellement. Alors, global, local, voilà. Donc il y a beaucoup de gens, je vois, qui sont allergiques dès qu'on parle de quantique, ou alors il faut citer Schrödinger, etc., etc. Il faut sortir un discours. On peut parler de quantique sans pas aller dans un discours matheux. Je comprends pas ça. Donc, mais alors de quantique, on va descendre un petit peu d'un étage, parce que nous on n'est pas bon, hein, toi et moi là-dessus. Donc, quoique, mais chut, c'est une autre histoire. On va juste objet fractal. Voilà. Bah, vous demandez à n'importe qui qu'est-ce que c'est un objet fractal. Ok. Mais on peut parler d'un scientifique, de personnages qui ont des revues et qui parlent beaucoup de ça. De spiritualité qui parle, voilà, c'est nouveau, l'objet fractal, vous savez, c'est un truc qui arrive dans la quatrième dimension, voilà. Mais il y a une définition simple, et Jacques Ravatin l'a donné, mais il l'a donné dans les années 90. Un objet fractal, c'est la frontière entre une surface et un volume. Waouh! Ça, c'est intelligent, mais il faut comprendre pourquoi c'est intelligent. Pourquoi il dit que c'est intermédiaire? C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'un objet fractal, l'univers est fractal. Oui, mais pourquoi? Comment tu peux l'expliquer qu'un univers est fractal? Ben parce que l'univers est fini et infini en même temps. C'est le but de la fractale. C'est-à-dire qu'elle elle a une limite, mais dans cette limite-là, elle est infinie. Donc, voilà, c'est ce moment d'absence entre notre intellect qui n'arrive pas à comprendre entre la surface, il y a 2 dimensions, et un volume, 3 dimensions. Et la fractale se met au milieu. Mais comment on peut passer du milieu? Et c'est là où on se heurte. La quantique, on va dire du 3 au 4. Voilà. Donc, Jacques Ravatin l'a donné. Et il a donné une explication simple. Il n'est pas parti dans des démonstrations fumeuses. Il a simplement dit, voilà, il y a le global, il y a le local. Ouais, c'est super intelligent parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. On a 2 hémisphères. Hémisphère gauche, il nomme. Hémisphère droit, il donne la forme. Hémisphère droit, le global. Hémisphère gauche, le local. Il s'est dit, si ça fonctionne à la 2, ça doit fonctionner dans la 3, ça doit fonctionner dans la 4. Donc, il s'est dit, s'il y a des univers dans d'autres dimensions, pour nous, il appartient au global. Et si on arrive à faire un pont, de faire des objets fractales qui donnent en fait ce passage entre ce local et ce global, on crée des ponts, des trous verts, des vortex, et on va en sortir tous les mots.
et on aura des interventions du global dans le local. Dans les ovnis, ça signifie quoi? Ça signifie que une énergie, on va essayer, je suis désolé de trouver un mot, je ne peux pas dire entité, énergie extraterrestre, qui se trouve dans un global, et tout d'un coup, il arrive dans le local. Mais il est obligé, en fait, il est obligé d'utiliser l'information du local. Donc, si j'arrive avec une forme d'énergie que je me déplace et j'arrive dans le local en 1950, c'est sûr que je ne vais pas faire une fusée en forme de triangle. Voilà. Je vais utiliser l'image que les humains ont à cette époque, le local. Ça ne veut pas dire que dans le global, il n'y a pas des tôles et boulons bizarres, avec une autre forme. Mais quand je vais passer dans notre dimension, je suis obligé de suivre ces lois. Rupert Sheldrake l'a dit aussi avec les champs morphogénétiques. Hein. C'est à peu près la même chose avec les créodes. Je trouve l'image, même si c'est faux, ou si c'est vrai ou c'est faux, en fait, je m'en fiche. Mais je trouve ça l'image très, très. Que de dire, faire un enfant, par exemple. Ben, on part d'une feuille blanche et tout d'un coup, on trace dans la feuille blanche, il y a une sorte de ravin où on plie la feuille. Et au fur et à mesure qu'on la plie, le ravin, il devient de plus en plus profond. Ben voilà, donc j'arrive, je suis un animal, hop, je rentre dans ce qu'ils appellent une créode, dans mon ravin. Et au fur et à mesure que je rentre dans le sillon du ravin, plus profondément, je me singularise. Et je deviens soit un poisson, soit une volaille, soit un dinosaure, et je suis mal barré, soit j'arrive chez les hommes, et dans les hommes, bah, il y aura encore deux chemins différents, la femme, l'homme, et puis il y aura l'ethnie qui sera différente, il y aura la culture et mes parents, son histoire. Tu vois? Donc, limite, du global, un bébé, ou faire quelque chose, créer, procréer, c'est global, on va dire. La notion créatrice de faire de la matière vivante va se mettre dans le local, et plus le local est précis, plus c'est différencié. Donc bah voilà, je deviens moi, toi. On a deux créotes différentes. Pourtant, à un moment donné, on a eu le même chemin. On est blanc, voilà. Bon, tu es italien, c'est pas grave, t'as bifurqué, mais c'est pas grave. On t'aime bien quand même. Ouais, tu comprends? Ouais. Ah, mais moi je comprends à 100%, puisque effectivement, dans l'émission que tu citais que j'ai fait cet été, j'ai expliqué ces phénomènes ovnis dans l'histoire que on voyait, on voyait pas du tout la même chose, que ce phénomène s'adaptait à la connaissance des gens. Début du siècle, on voyait des locomotives à vapeur. Les siècles derniers, on voyait des voiliers dans le ciel. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un raconte « Ah, j'ai vu un voilier dans le ciel », il va finir à l'hôpital psy, quoi. Tandis que s'il dit « Oui, Ah, tout j'ai à vu fait. un triangle, j'ai vu une soucoupe », ça va aller, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'il l'a vu, hein, que c'est Oui, réel. Mais on l'explication, tu l'as on donnée, retire quoi. pas ça. Oui, Hmm. on retire pas ça. Non, on Ça, retire pas. ouais, c'est pareil. Bon, dans mon domaine, sur la dernière, enfin, c'est l'émission juste avant, j'essayais de, 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 de montrer ce que c'est la nature. Et il y en a qui ont compris que la nature est cruelle et que c'est le monde on va dire, du mal avec des petits trucs comme ça. Il y a pas de monde de bisounours dans la nature. C'est vraiment quelque chose qui est bah, sauvage et je vois que ça percute pas. On a du mal à comprendre ça. Et sur le chamanisme, c'est pareil. Tout de suite, c'est assimilé au diable, au démon. Donc, chamanisme n'a rien à voir avec le vaudou. Ça n'a rien à voir. Et c'est toujours cette imagerie des films qu'on voit
Moi, le chamanisme, on va dire, il y a 20 ans, on ne parlait pas. On n'en parlait pas. Donc, c'était des peuplades qui faisaient des rites qu'on disait primitifs. Faut pas oublier que dans les années 1400-1500, on assiste l'homme blanc, l'occidental, à systématiquement éradiquer tous ces peuples. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, nous, les Européens, on a investi le monde de notre pensée et on a Sans, modelé le monde. sans parler de la terrible Inquisition qui a fait des dizaines de millions de morts. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ouais. Inquisition qui a déjà aussi éradiqué Tadigny, Templière aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a ma lignée. Après, on pourra parler aussi de ce côté oriental où, voilà, le Japon. Intéressez-vous à l'histoire du Japon, s'il vous plaît. Et regardez bien le moment où tout a basculé. C'est quand même l'arrivée des jésuites, c'est quand même l'arrivée des occidentaux qui lui ont amené des techniques barbares, plus barbares que les Japonais, euh, pour annihiler le prochain. C'est-à-dire qu'on a amené des techniques de guerre pour pouvoir. Puis voilà, donc. Mais ça, c'est pareil, ça aussi. Les gens, ils disent, mais quand est-ce qu'à un moment, interrogez-vous, à quel moment l'homme a décidé de tuer son prochain? Est-ce qu'il y en a un de mes auditeurs, de ceux qui portent haut le drapeau de la science, ont été chercher ça, ont déjà juste émis l'idée de dire, mais à quel moment l'homme a tué l'homme? Intéressant, non? Eh, Ouais. ouais. Aussi loin que Ouais. portent nos souvenirs. Ben ouais, mais nos souvenirs, alors là, c'est tout le ressentisme qui va revenir. Euh, faut comprendre comment marche l'homme aussi, sa mémoire. Mhm. Euh, faut savoir que je vais sortir. Tu sais à peu près l'âge moyen d'une génération? Trentaine, ouais, à peu près, hein, 30 ans. La, On dit que c'est une génération, génération. à quelle époque? Bah, une génération. Quand on te dit, bah 30, tiens, non? une génération, voilà, à peu près 30. C'est très rigolo parce que les francs-maçons, ils ont mis 33. Mhm. C'est pas mal ça. Il faut comprendre aussi ça, aussi, Mhm. parce qu'on critique beaucoup les francs-maçons. Mais c'est pas par hasard qu'il y a 33 degrés qu'ils restent sur ce 30. Le docteur, hein, 33, dites 33. Jésus-Christ, 33. Parce que c'est une génération. Il faut savoir que la mémoire familiale, combien de générations elle perdure? 3. C'est fou. 3. 3 fois 3. Hein, 3 fois 33. 99. Un siècle. Combien en fait, de générations l'histoire s'efface à peu près. S'efface, c'est-à-dire. Qu'on n'a plus trop accès à de l'information. Alors, on va faire vite. Hein. On va dire 9 générations, Hmm. peu près. Tu vois, ça fait à peu près 9 générations sur 33, ça fait à peu près 270 ans, 280 ans à peu près. Regarde maintenant, on est en 2018. Est-ce que, on interroge n'importe qui, est-ce qu'il a souvenir de comment marchaient les hommes d'il y a 270 ans? C'est pas si vieux que ça. C'est pas Tu- si vieux. Non, non, il nous reste que des écrits. Mais les écrits sont faits toujours par les vainqueurs, sont faits toujours par des gens qui orientent sa propre pensée et qui imposent à l'autre. Hmm. Euh,
même s'il veut expliquer, il impose à l'autre de disposer. C'est juste ou c'est pas juste. Oui, tout à fait. Mais quand on fait un livre ou quand on fait une vidéo comme on est en train de faire, on impose quelque chose. On impose notre vision, notre expérience, nos compétences. À l'autre derrière d'utiliser son discernement et de ne pas prendre localement chaque mot ou sortir un mot du contexte et de nous regarder dans notre émission globale et se dire à la fin d'un truc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Là, c'est bien. Ça, c'est déjà une bonne démarche. Et donc, bah voilà, maintenant, tu vois énormément de gens qui parlent de choses qui retrouvent et qui disent ah tiens c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Ça date de 1770. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1770? Il y a un grand moment qui s'est passé là, quoi. Les États-Unis se sont formés vraiment. Il y a une pensée qui passe alors, je vais avoir un parler franc-maçon de l'objectif, de l'opératif, pardon, à être subjectif. Donc, ça s'appelle la franc-maçon. Oui, c'est ça. Spéculative. Voilà, on y arrive. Donc, de l'opératif au spéculatif, c'est-à-dire de ceux qui travaillent et qui rapportent de l'argent. Je te fais ton toit, tu me donnes 3 poulets ou tu me donnes de l'argent. Voilà. Et mano à mano. Arrivé à cette période de 1770, eh ben, il n'y avait plus que 2 personnes, il y avait une troisième personne qui disait, soit qui disait, bah tiens, je suis le banquier, donne-moi de l'argent, je vais faire mon toit, et voilà. Et après, au fur et à mesure, bah, les opératifs, ils s'enlèvent. Et tu vois bien, notre société, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent avec leurs mains en direct. Il y a énormément de gens qui travaillent en indirect. Voilà. Donc, il y a eu un grand mouvement qui s'est passé là. Mais si on interroge les personnes en disant, bon, bah, comment on vivait en 1770? Impossible. Impossible. On a perdu la mémoire. On a perdu cette mémoire-là. Et Alors, ça, est-ce ça qu'elle est favorise, nécessaire? et ça, ça Est-ce favorise qu'elle est les thèses du la ressenti. ressenti? Tout à fait. C'est ça. Et après, bah, on ressort cette période qui est symbolique aussi, et puis qui est on va dire, un, on pourra l'expliquer mathématiquement, parce qu'il y a une science des nombres qui est extraordinaire, qui explique beaucoup de choses. Et donc, voilà, bah, 9 fois 33, ça fait 2007. Après, on peut l'étendre à un 3, par exemple, 3 fois 33, ça fait 100. Bah, 30 fois 30, quoi, on met 33 fois 33, ah bah, ça donne à peu près 1000 ans, un peu plus. Ah bah voilà, donc il y a des cycles de 1000 ans. Tu vois, il y a des trucs sur Internet. Cherchez table de multiplication et regardez les figures qui se dessinent sur les tables de multiplication. C'est super intéressant. Exact. Interrogez-vous là-dessus. Oui, on sort tout. On sort les pétales, on sort le 1, 2, 3, on sort énormément de choses Ah, avec nous. je le montre à ma fille, ça, c'est super. Voilà. Donc, et voilà, bah, voilà. Donc, voilà, ce qu'on parlait du global et du local là-dessus, on était revenu. Voilà, Jacques Ravatin, et il disait ça, et il faut nous qu'on retrouve de la mémoire, mais c'est un travail de les gens. Il y a une mémoire, on a complètement, on ne parle plus à nos vieux, on parle plus, on s'interroge plus aux légendes. Il y a tout ça qui disparaît au fur et à mesure. On nous impose une idée, on nous impose de Généalogique, mais c'est un puits, quoi. C'est un puits, c'est une mémoire sans nom. On remonte avec ouais. des noms, avec des sites, on remonte.
partout, partout. Voilà. Il y a des faux billets de banque, ce qui ne veut pas dire que l'argent n'existe pas et que les banques n'existent pas. Voilà, il y a des mauvais profs de maths et il y a des bons profs de maths. Ça ne veut pas dire que les mathématiques. Sûr que dans les années 1900, il y a eu un engouement. Faut comprendre encore cette période de 1700, du 18e, 19e, où les arts, les sciences commençaient à naître. Et il fallait qu'il y ait du poids dessus. Il fallait comprendre que le peuple était assez illettré, donc on parlait avec des images, il fallait que ça soit très parlant. Donc, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'internet. Donc, c'était une expédition qui était filmée en, je sais pas quoi, en Super 8. On remettait ça et c'était la grande découverte. C'était tu sais, les images qu'on faisait tourner avec un, hein, voilà. Et on mettait ça dans les grandes réceptions mondaines. Et voilà, et ça faisait mousser, ça aussi amenait des subventions. Parce que voilà, il fallait aller voir les gens riches pour qu'on ait des subventions. Donc pour avoir les gens riches, il fallait leur vendre quelque chose. Et quand on n'a rien et qu'on voulait faire ça, on fabrique. Mais c'est toujours pareil aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. On fabrique toujours. Que ça soit des maths, c'est vrai que la plus grosse supercherie des maths, c'est de nous faire croire que le point, la droite et la surface existent. Non, ça n'existe pas. Je prends n'importe quel mathématicien, montre-moi, là, je suis Saint Thomas, tu me montres un objet en 2 dimensions, là. C'est impossible. Il sera forcément en 3 dimensions. Même une feuille, même la feuille la plus fine, elle aura toujours une épaisseur. Et c'est là où on va à l'encontre, on s'est dit, s'il n'y a pas de 2 dimensions, on va la chercher, on va la chercher. On va dans l'infiniment petit, on découvre un autre monde. Il faut bien comprendre que tous nos mathématiques, toute notre pensée a été façonné sur du faux. Mais le faux a permis d'élaborer une théorie qui nous permet de comprendre. Mais après, c'est là où moi je suis rentré en guerre avec les zététiciens à un moment donné de ma vie. Hein. C'est pas, ils sont pas tous mauvais. C'est juste à un moment donné, attention. Ce qui est vrai là, ne me sortez pas que les mathématiques, c'est exact. Non, c'est pas exact. Mais le problème du zététicien, tu sais ce qu'il est? C'est qu'il ne croit en rien. Et quand tu le mets devant un problème de physique quantique, c'est-à-dire de dire que tiens, on va bombarder une plaque d'électrons, une plaque avec 2 trous avec des électrons, et que la différence est spectaculaire entre si quelqu'un observe et si quelqu'un n'observe pas ce bombardement. Ça, dans son esprit de zététicien, il ne peut pas le comprendre. Pourtant, c'est la réalité qui donne les résultats sur la plaque du fond. Ça veut dire que voilà, de la matière peut exister en 2 endroits simultanément. Impossible. Et donc là, il se passe quelque chose. C'est que on a construit avec ce système binaire, on a construit les ordinateurs avec des 1-0, hein, et maintenant, on construit des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire avec des états qui peuvent prendre le 0, le 1, mais qui peuvent être à la fois 0 ou 1, et qui peuvent être 1, 0 et 1, ou aucun des deux en même temps. Et ça, c'est fabuleux. Et aujourd'hui, les ordinateurs quantiques permettent des téléportations quantiques, quoi. Donc on va très très loin, et ça les éthiciens évidemment ils me l'expliqueront. Ce que je reproche aux éthiciens, c'est effectivement qu'ils se moquent, qu'ils ridiculisent les autres alors qu'ils y comprennent rien eux-mêmes et qui sont finalement les mêmes que les zététiciens du 17e, du 16e, ceux qui ont brûlé Giordano Bruno, ceux qui ont brûlé Galilée, ils étaient tous sûrs de tout savoir. Après, c'est les gens qui sont sûrs de tout savoir, et les autres, c'est des imbéciles, sans comprendre qu'ils ne savent rien. Alors, mais bon, voilà, ça c'est dit. Oui. Je sais que tu l'assumes. Bon, ben voilà,
comme tu dis, on parle de mécanique quantique, on peut leur interroger, mais moi, c'est bien, c'est super, la quantique, etc. On s'intéresse toujours à des choses qu'on ne comprend pas, mais parlons de choses qu'on connaît. Alors voilà, quand est-ce que l'homme a commencé à chasser l'autre? Quand est-ce que l'homme a décidé d'aller tuer un autre homme? Parce que dans notre voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de mémoire, etc. Ben oui, on a oublié comment l'humain est arrivé sur cette terre. Alors, bien sûr, on va pas faire du darwinisme à deux balles, mais bon, juste on va rester sur l'homme. Ben, l'homme était chasseur. Tant qu'il était chasseur et nomade, ben, il allait dans des endroits où il y avait le gibier. Il évitait bien sûr les autres tribus parce que ben, un homme mort, c'est un homme qui chasse en moins. Donc, c'est de la nourriture en moins. Donc, c'est la mort au bout. Donc, ils étaient assez sensés pour éviter conflit. Euh, donc, bah, tant qu'ils bougeaient à droite et à gauche, bah, en fait, c'est encore, on peut reparler de quantique ou de physique. Hein. Quand deux électrons, bah, ils sont, ou deux, tiens, molécules d'eau, c'est bien ça aussi, on parler un peu de l'eau. Euh, quand deux molécules d'eau, bah, il a de l'espace, c'est l'eau liquide, bah, il est tranquille, hein, il bouge, l'eau, elle va partout, voilà. Mais dès qu'on commence à la serrer l'un contre l'autre et qu'on lui donne des limites, la glace, bah, l'eau, elle change d'état. Bah, l'homme, il a fait pareil. Donc, quand est-ce que l'homme a créé une limite autour de lui? Bah, quand il est devenu agriculteur et éleveur. Et ouais. Donc, on pourra parler avec la vache, d'où elle vient, etc., etc., et tout. Hein. Ça, c'est encore le maïs. Ça, c'est grandiose aussi. Ça. Et bon, donc voilà, bah, il s'est dit, tiens, au lieu de me faire mal aux pieds à courir dans la savane, et de m'épuiser pendant 2, 3 jours, pendant que ma femme, je ne sais pas ce qu'elle fait avec dans le camp, bah, je vais garder un œil sur tout le monde. Alors, je vais essayer de cultiver des plantes que j'ai vues. Ah, ça marche, super. Et ils sont devenus sédentaires. Qui dit sédentaire dit limite. Qui dit limite, c'est-à-dire, bah, j'ai mon terrain. Donc, tout d'un coup, la terre est devenue à l'homme. Avant, la terre appartenait à tout le monde. Les animaux et l'homme étaient comme les animaux. Il bougeait par-dessus, il bougeait dessus et puis voilà, il n'avait pas de rapport de propriété à la terre. C'était pas sa terre, c'était pas sa femme, c'était pas son enfant, c'était sa tribu, c'était une entité globale. Et tout d'un coup, on est arrivé dans du local. Moi, je, moi, personnellement, je vais cultiver mieux que toi. Moi, personnellement, je vais avoir un terrain beaucoup plus grand. Mais imagine celui-là qui a une grosse culture, qui a du maïs qui est à foison, et à côté, eh ben, il y a mauvais terrain, sécheresse, il meurt de faim. Qu'est-ce qu'il va faire, celui-là qui meurt de faim? Il va se remettre à la chasse. Il Non. va faire ce qui est simple. Il va aller chasser l'autre. Mais c'est le principe de la nature encore. Donc arrêtez de me dire que la nature est bien, parce que dans la nature, les animaux font la même chose. Quand un animal est sédentaire, par exemple un oiseau, il y a d'autres oiseaux qui vont venir chercher le bébé, le nid, refaire un nid, etc. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN encore. Donc ce côté, dès qu'on met une limite, dès qu'on sédentarise, on rentre dans des conflits, dans du moi-je. Donc là, c'est à partir de ce moment-là, il y a une construction émotionnelle, il y a une construction égotique qui s'est mise en place. Et depuis la nuit des temps, on chasse l'autre pour ses terres ou pour ses biens. Voilà. Déjà, c'est une explication. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Mais si les gens qui parlaient du chamanisme vraiment arrivaient
à rencontrer ces peuples, à discuter, et non pas avec des gens qui se sont occidentalisés et qui ont compris que le chamanisme est une grande voie financière, et qui vont vraiment faire un travail, ils comprendraient que ce travail-là, il est dur. Et pourquoi il est dur? Bah, c'est pour enlever ce qu'il y a au fond de nous, qui est alors, tu sais, je t'ai donné, ça a été une grande découverte pour moi, hein, le livre de Braun, là, voilà, c'est un principe qu'on a dans nos cellules, qui est d'être le plus performant. Mais vous allez dire non, 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 mais c'est pas vrai, etc. Et tout. Regardez, il y a des peuples qui sont bien ensemble, ils s'aiment. Voilà, c'est ça, c'est la culture des années 70, hein, peace and love. Euh, L'amour, c'est pareil. Tiens, je pourrais donner ce que c'est l'amour, l'image. Faut vraiment qu'on parle de ça, de cette image-là. C'est très intéressant, ça. Et donc, mais dans cette image où les gens ils sont heureux ensemble, non, 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 parce que au fond de lui, il va regarder juste dans des couples, euh, la femme va prendre l'homme le plus fort. Pourquoi? Parce qu'elle a un principe animal en elle qui dit qu'il faut qu'elle protège sa progéniture, il faut que sa progéniture soit en sécurité. Donc, qui dit un homme symétrique, toi, qui est bien proportionné, qui est fort, est un gage que son ADN, il est performant, qui va lui donner de la force, qui va donner de la vitalité, donc qui va protéger mon enfant. L'homme, lui, son principe, c'est procréer. Il ne sait pas créer, il sait que chasser, il sait pas faire, il sait pas créer, il fait rien, lui. Donc, et il va dire, bon, bah, moi, je vais me choisir plusieurs femmes, parce que plus je vais dissimer mes spermatozoïdes, plus je vais faire d'enfants, plus ma lignée va être sécurisée. N'oubliez jamais, une civilisation s'éteint pas quand il y a trop de femmes, c'est quand il y a trop d'hommes. Il suffit qu'il y a 100 femmes et un homme, l'espèce continue. 99 hommes et une femme, l'espèce s'éteint. Voilà, la femme, elle est bigrement importante. Donc, l'homme, il a besoin de la femme, donc il va conquérir énormément de femmes. Il va toujours voir si son potentiel séducteur et son potentiel surtout de reproducteur, il est toujours là. Mais quand je parle comme ça, on peut parler de psychologie, de comportement, ça existe toujours. Donc, quand les chasseurs bougeaient, etc., et tout, l'homme prouvait à la femme qu'il était fort. Donc, on rentre sur ce qu'on appelle le loup alpha, par exemple. Et chez tous les animaux, mais les hommes aussi. Si, pour une tribu, il fallait qu'il y ait un chef. Généralement, c'était le guerrier, etc., etc. Le jour où on s'est sédentarisé, ça n'existait plus. Mais il y a apparu quelqu'un, le prêtre, l'homme de ce qu'on ne voit pas. Et tout d'un coup, il a travaillé peut-être d'une façon différente pour dire ah mais attends, moi je suis pas chasseur, mais de mon local, en faisant quelque chose, je peux arriver au global et j'ai accès à d'autres informations. Et tout d'un coup, il y a les chasseurs qui sont devenus éleveurs et tout, et ils commencent à dire ouais mais j'ai pas d'eau pour mes récoltes, etc. Et tout. Ouais ouais, mais je vais t'amener l'eau. S'il y a un mec qui dit ça, et 3 jours après, il y a la pluie, qu'est-ce qu'il va penser l'agriculteur? Qu'il a un pouvoir. Et il le met en homme alpha. Et les hommes alpha, eh ben, ils commencent à avoir du pouvoir. Plusieurs ont le pouvoir, ils commencent à dire, à s'étendre et à occuper des autres terrains. Voilà, c'est basique. Je parle d'hommes de Cro-Magnon,
je peux parler d'occidentaux dans les années en 1400 et entre 1000 et 1800 qu'ils ont colonisé le monde entier. Après, bon, les autres peuples ont retrouvé leur culture, ont chassé, c'est comme des virus, hein, on peut avoir une grippe et puis tout d'un coup, on lutte contre la grippe, on l'enlève. Et puis voilà, quoi. Donc on voit, c'est vrai que beaucoup de cultures, que ce soit des cultures asiatiques, qui ont été à l'excès dans l'occidentaux et qui reviennent à des fondamentaux de leurs racines. Et en Orient, le rôle du curé a été pris, lui, par le chaman, ou pas? Alors, c'est vrai que ce mot-là, il est pénible. Parce que c'est vrai que ce mot de chaman ne correspond qu'au peuple tangouze. D'accord. Mais le problème, c'est que ce peuple asiatique, chaman, est mais véritablement très ancien. Et qui a influencé énormément d'autres cultures. Maintenant, c'est vraiment là, ils sont arrivés, hein, ces chamans sont arrivés à cette transition entre le chasseur et l'éleveur agriculteur. Hein, c'est la sédentarisation. C'est tout d'un coup, la terre n'était pas, on n'avait pas de communication avec la terre, et tout d'un coup, ben, il fallait avoir une communication avec la terre. Il fallait avoir une communication avec les végétaux, il fallait avoir une communication, parce que voilà, faire une culture, bah vas-y, hein, allez, hein, je te jette dans un territoire inconnu. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu cultives? Comment tu le cultives? Tu ne sauras pas. Il n'y a pas de jardin-land là-bas. Il n'y a pas de fleuriste qui va te conseiller. Hein. Tu ne vas pas t'amener avec ton petit terreau et ton petit engrais. Alors comment ces peuples ont su? Comment? Ça, c'est intéressant. Personne s'interroge là-dessus. Moi, si. Ben oui, moi si. Alors après, voilà, bah, on arrive sur des tangousses qui, par des états modifiés de conscience, sont arrivés à avoir accès à une information qui n'était pas du tout de leur euh, pas du tout accès, quoi. On peut, vas-y, parle à ta menthe et demande-lui combien d'eau il faut, elle te répondra pas. Alors comment ils ont arrivé à avoir cette culture de plantes? Comment savoir? Mais c'est juste les préparations, les décoctions. Je sais pas si tu vois, tu prends n'importe quel un peuple d'Amazonie, etc. Ils ont une culture. Il y a les hommes plantes. Renseignez-vous pour ceux qui critiquent le chamanisme. Allez, renseignez-vous sur les hommes plantes, vous allez voir. Qui ont ils savent 10 000 espèces. Vas-y, faisons un test tous les deux. Ah non, Moi, je non, suis c'est pas faire. avantagé. Moi, Moi, je j'y suis vais pas. avantagé. Je suis Non, avantagé. Je vais t'en dire un peu plus de végétaux que je connais. Mais toi, tu vas m'en dire, allez, 20. non. Allez, 20, Ah, allez, tu les sortiras. Là, en passant par les plantes aromatiques, tu vas y arriver, les fleurs, etc. On y oui, arrive. facilement, mais je veux dire, Voilà. les 10 hommes 000. plantes, là, 10 000, c'est juste, c'est fantastique, quoi. Mais le problème, c'est pas de connaître, c'est de C'est connaître les savoir, interactions. bien sûr, Connaître les interactions qu'ils ont entre eux. bien sûr. C'est fabuleux. Moi, j'ai un DU de phyto et d'aromathérapie à Montpellier avec le professeur Pelcuer. C'était un homme extraordinaire. Et sur les huiles essentielles, et il nous expliquait que les huiles essentielles avaient des interactions entre elles. Donc, Mhm. plus elles sont naturelles, moins elles sont trafiquées, plus elles sont, elles sont actives. Maintenant, elles sont industrialisées, elles ne sont plus du tout actives. Enfin, Ok. elles sont actives dans une façon allopathique. Allopathique, oui, c'est ça. Homéopathique, quasiment. Ouais, donc vraiment, c'est-à-dire tu prends l'huile essentielle de menthe, tu t'en mets dessus, oui, ça va un peu te soulager la tête par effet glaçant et antalgique. Et après, pour
ton estomac, ça va faciliter la digestion, etc. Rappelle-toi, quand les vertiges dans la voiture, on te donnait quoi? De l'alcool de menthe. J'ai jamais eu. Voilà. Bah, il faut savoir que, en fait, dans la voiture, on leurre le corps et il croit qu'on est empoisonné. Donc c'est l'estomac qui réagit. C'est parce que l'estomac, voilà. Enfin, bah, bref. Donc quand tu donnes de l'alcool de menthe, quand tu étais petit, moi j'avais ça, moi, quand tu étais dans les montagnes avec la voiture, ça te soulageait. Mais voilà. Mais après, une menthe avec une Ravensara, ça a une autre portée. Donc, ils connaissaient ça. Eux, nous, on le retrouve avec la science. C'est-à-dire que ton corps, c'est un château. Il se fait envahir. Donc, on a deux solutions. C'est soit on comble la brèche ou on lutte contre l'envahisseur. Mais donc, toi, tu dis que ces peuples, les Tangouzes, là, et par des états modifiés de conscience, ils ont eu accès à un savoir. Tout à fait. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Ils se sont pas dit, tiens, je vais prendre une racine, je vais me faire des décoctions, je vais l'ajouter avec cette plante-là, je vais voir ce que ça fait. Ils se sont mis dans un état de réception. Et c'est un travail, c'est vraiment un travail. Ils ont compris que pour aller parler avec les végétaux, les animaux, la terre, il fallait qu'ils comprennent comment ils fonctionnaient, eux, dans leur corps. Donc ils avaient plein ils se sont mis dans des états d'ascétisme ou de prendre une plante, etc. Où ils ont essayé de sentir ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. Et au fur et à mesure, ils ont compris comment ils étaient sensibles aussi. Ils n'étaient pas si émotionnels que nous. Ils n'avaient pas d'ego aussi, enfin d'ego mental. Ils n'avaient pas un cerveau. Ils n'avaient pas un savoir qu'on leur a inculqué. Ils se débrouillaient d'eux-mêmes. C'est ça que je suis en train de te dire, que ils se sont construits de l'intérieur et ils ont cette construction intérieure, ils l'ont confrontée à l'extérieur. Ils n'étaient pas pollués, quoi. Orientés. Ou orientés, pollués en fait. Ouais. Pollué est fort. Orienté est plus facile à comprendre. C'est-à-dire que ils regardaient leurs aînés et le savoir était par mimétisme. Mais après, ils allaient essayer de comprendre eux-mêmes ce rapport qu'ils avaient avec la nature. Ouais, je comprends. Je connais quelqu'un qui parle avec les plantes. Voilà. Qui ressent les plantes, qui ressent l'énergie des plantes, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Parce que on doit faire attention à nos mots. Oui, non, mais après, tu sais, bon, ceux qui croient pas, ils croient pas. Après, maintenant, il existe aussi des capteurs, des appareils qui permettent de capter des micro-fréquences électriques, parce que tu sais que quand tu as un arbre, une forêt devant toi, et que avec des appareils scientifiques, on voit la circulation, le langage des arbres, et quand on met ces appareils sur l'arbre, d'ailleurs, j'avais fait une émission là-dessus, ça donne des sons, tu vois, que l'on retranscrit, des signaux électriques qu'on retranscrit en musique, ça donne des sons. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux la mettre sur une bouteille en plastique, ça va rien donner, tu peux la mettre sur un mur en béton, ça va rien donner, et donc sur ces plantes, ça marche. Donc, tu vois, c'est évidemment, il y a quelque chose. D'ailleurs, quand toi, on est là, chez toi, là, on pourrait commander des plantes intelligentes qui réagissent au son, qui réagissent au toucher, qui réagissent aux insectes. Donc, c'est assez. Le monde végétal est assez fantastique. Ouais, mais oui, c'est exactement ça. Mais toi, ça, tu me parles d'un appareil et tout. C'est un appareil assez récent, je pense. C'est ça, Oui. qui fait avec le son. Pourtant, il y a énormément d'études il y a 20 ans qui ont démontré que les plantes avaient une interaction, qu'il y avait vraiment une interaction. Tu te rappelles sur un meurtre, etc. On avait vraiment sorti ça. Après, on a fait
Après, les plantes, elles peuvent se tuer entre elles. Mhm. Alors souvent on dit non, mais j'ai dit bah regardez n'importe quelle forêt de pins, regardez sous la forêt de pins, il n'y a aucune végétation. Mais rien. J'ai un pin, moi, que j'ai planté il y a 15 ans. On m'avait dit, tu verras, il n'y aura rien en dessous. Il y aura plus rien en dessous, hein. Ah, tu sais pourquoi? Parce que il donne ce qu'ils m'ont expliqué, hein, que c'était très acide Ouais. et donc ça tuait tout en bas, quoi. Voilà, parce que l'huile essentielle qui contient le pin est un puissant herbicide. Voilà. Donc, Parce que- en fait, voilà. Et donc, bah, le pin, il se défend. Lui, il a besoin de lumière. Et il veut qu'il n'y a personne autour qui lui pique de la lumière. Mm. Voilà, il réagit. Et donc, ils ont fait, hein, avec les huiles essentielles, ils ont vu que bah, dès qu'il y avait un bûcheron qui rentrait dans une forêt, il y avait un déclenchement d'huile essentielle et les arbres communiquaient entre eux. Mm. Alors, waouh, tu te dis, tiens, communiquer entre eux, si j'étais capable de sentir, de ressentir le déplacement de, alors, on peut pas appeler de phéromones pour, je pense pas qu'on peut se dire phéromones pour des végétaux, mais de ce déplacement de langage qu'ont les végétaux, ah bah voilà, tiens, on commence à dire, ah tiens, telle plante, si je mets cette plante-là, ah mais je regarde autour de cette plante, il n'y a aucune plante qui est comme ça. Donc elles sont peut-être pas bonnes ensemble. Et voilà comment ils ont, empiriquement, comment ils ont marché, quoi. Mm. Mm. Et après, bon, après, il y a eu vraiment des états de modifier conscience et du chamanisme, donc, on va dire, de travail de l'humain, aller du local au global, d'arriver dans des autres dimensions, on va parler comme ça, parce que j'ai pas envie de parler d'entités ni d'extraterrestres, euh, qui ont, leur ont montré, qui leur ont enseigné, mais surtout qui l'ont pas, qui l'ont dit, tiens, cette plante, elle est bien, tu devrais la prendre. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ils leur ont appris à se développer, eux, à développer leur sens, à développer d'autres sens, à aller interroger leur ADN, la fréquence de leur ADN, et peut-être par, on va dire, résonance, bah, si je me mets avec, à côté d'une plante, je commence à raisonner parce que j'ai une technique pour faire résonner mes cellules et je rentre en résonance avec la plante. Et la plante va me dire si elle est bien ou pas bien pour moi. Alors ça paraît complètement hallucinant, mais pourtant, scientifiquement, c'est pas si aberrant que ça. Ah non, Bien au non. contraire. Oui, oui, bien sûr. Il y a énormément de travail là-dessus, sur les sons, etc. Mais quand on dit ça, les moines taoïstes, les moines trucs, ça fait 5000 ans qu'ils l'ont découvert. Mm. Mm. Eh oui, je sais. Ouais. Et ils viennent bien de quelque part. Et quand on voit, c'est vrai que le chamanisme tangouze, etc., arrive, et puis il y a l'alchimie taoïste, et donc on ne peut pas parler de chaman chez les taoïstes, mais l'interaction qu'ils ont est très très proche de ce que faisaient les tangouzes, Mm. voire carrément pareil. Mm. Quand je ferai mon Après, émission, si on l'a fait avec mon médecin chinois, il expliquera aussi que la médecine chinoise a plus de 5000 ans, quoi, avec des interactivités de plantes, mais qui sont complètement stupéfiantes, bluffantes. mm, mm. Ah ouais, c'est fou ça. Donc après, bon, maintenant, il faut vraiment s'intéresser à ce que c'est le chamanisme. Si on a une vision occidentale, on est perdu parce que on se réfère toujours à l'extérieur. Donc on va dire ah ouais, mais c'est les esprits qui viennent et qui incorporent ou et on tombe sur encore le côté Alors, qu'est-ce que oui. tu veux dire? Ça fait plusieurs fois, tu dis, je veux pas dire entité, je veux pas dire extraterrestre, je vais dire dimension. Pourquoi? Quel est le rapport entre... Pour les taoïstes, les entités n'existent pas? Alors si, bien sûr que si. Et en plus, ils vont les nommer comme nous, on n'aime pas du tout. Ils vont appeler démons, etc. Et ils vont avoir tous leur, aussi leur cosmologie. Faut bien comprendre ce que je veux dire avec le global et le local. Mhm. S'il y avait des êtres très intelligents,
qui montent dans une autre dimension, et je vais parler pourquoi ils sont, pour nous, ils vont nous paraître très intelligents. Ils sont dans la dimension juste, celle d'après, hein, de 3 à la 4. Comment ils vont faire pour communiquer? Ils vont bien rentrer dans le local. Et dans le local, ils vont utiliser l'imagerie des gens qui sont là. D'accord. Donc, si ces entités, si un occidental comme moi rentre dans le chamanisme et travaille, les forces qui vont être là vont utiliser des mots que je comprends. Mhm. Donc, je suis de créode judéo-chrétienne. Donc, ils ont commencé par arriver sur des notions qui étaient dans ma tête, tout simplement. Mhm. Bien sûr. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à me faire prendre conscience de cette image. Mhm. Et une fois qu'ils commencent, ils s'assurent que je continue pas à créer des images. Alors, dans ces images, tu peux mettre forme pensée. Tu vois, on a eu une conversation justement sur le côté marial là, par rapport à ta conférence. Où c'est sûr que là le dernier truc de l'autre côté, hein, je fais hop hop là, donc les crop circles là, ça a été ça sort là, ça y va là sur les crop circles. Excusez-moi ceux qui sont sur les crop circles, mais franchement voilà, je me tape la terre plate, maintenant je vais me taper les crop circles. Arrêtez de tourner en spirale et avancez. Sortez de tout ça et avancez à quelque chose de plus avancez, interrogez-vous. Voilà, bref. Donc euh, donc sur le côté marial, j'ai perdu parce que ça m'énerve en fait. Mais c'est pas grave. Faut pas que je sois émotionnel, il paraît. Toi, tu me fais travailler, c'est bien. Hein. Pourtant, je voulais pas. Et ouais, mais tout le monde, mais c'est ça qui me tue en fait ici maintenant. Tout le monde parle de travail, etc., de coaching, de trucs, de machin, mais personne ne travaille. Ah oui. Ils veulent tous faire des sages de chaman, ils veulent tous être des grands scientifiques, mais qui Bon. tu es, toi? Quelles sont Ouais. tes racines? Mm. Et donc, ta question, revenons sur nos moutons, parce que si je parle Mm. là-dessus, ça va pas être top. Mm. Donc, ouais, on avait parlé, tu me parlais qu'on avait parlé sur le côté marial. Pourquoi déjà? Pardon. Oh, on a Euh, tellement parlé, je sais plus. ouais, c'est plus. Excusez-nous, les auditeurs, hein, mais ça, c'est pas grave, c'est un blanc. Pas grave. Donc, c'est pas grave. Si aide-moi là, je bug là. Il faudra couper Et ça. donc, on a bien compris cette notion de global local, Oui, mais quand même, au niveau des taoïstes. c'est Vas-y. j'ai récupéré, Vas-y. j'ai Vas-y. récupéré. Voilà. Donc les formes pensées. Ça veut Ouais. dire que par exemple, dans c'est pas parce que on prouve qu'il n'y a pas eu d'apparition mariale que les gens qui arrivent derrière et qui y croient créent des formes pensées et créent quelque chose qui est là et qui a une interaction. Donc cette forme pensée, c'est créatif. Je suis désolé, vous rentrez faites l'expérience. Vous rentrez vous êtes invité à un repas mondain et franchement, c'est pas des gens que vous aimez vraiment, vraiment, mais il faut le faire, etc. et tout. Faites l'expérience, arrivez avec de la colère. Mais vraiment très en colère. Hein. Ressentez-le bien. Fâchez-vous avec votre femme juste avant et allez-y. Honnêtement, si vous plombez pas la soirée, c'est que franchement, vous n'êtes pas fort. Parce que c'est extraordinaire, ça. Vous arrivez avec de la colère, vous créez de la colère. Pensée créatrice, c'est sûr. Bien sûr. Voilà, Des forme égrégores, là. pensée. On crée des Mais, égrégores. alors, les zététiciens, ils prônent le scepticisme, mais attention,
Le scepticisme engendre le doute engendre ne pas avoir confiance. Comment on peut créer des rapports humains basés sur des choses nobles, l'amour, etc., si on est toujours sceptique? Ils peuvent pas. Impossible. Impossible. Pareil, si on fait des magazines où on crée toujours le doute sur le ressenti, la terre plate, les trucs, le machin, etc., ce n'est pas réveiller la conscience, c'est créer une forme pensée de doute. Remettez tout en doute. Alors, c'est pas si faux que ça, mais c'est pas juste du tout, parce que ça crée un déséquilibre émotionnel chez la personne. Donc, De toute façon, à partir du moment que tu vends des magazines, soit tu vends du peace and love et des romans d'amour, soit tu vends de la peur. Hein. je parle de magazines, mais on peut parler de films, on peut parler de tout. Hein. Je suis Pareil. généraliste. Je suis très généraliste. Hein. Voilà, ne jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Et mais voilà, c'est le chaman. La première chose quand on est disciple d'un chaman qui veut vraiment faire un travail, il sait que lui, il est juste l'intermédiaire entre un enseignement qui va être issu d'autre chose, d'une autre dimension, avec des entités qui vont parler. Alors, je vais te dire le mot, parce que je suis d'une culture comme ça. Et ces entités-là vont parler avec ma cosmologie à moi, quoi, mes références à moi, qui ne me correspondent qu'à moi. Mmh. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de choses, parce que tout de suite on va dire, voilà, moi quand je parle d'un démon, et je suis désolé, c'est des émotions. Quand je dis, des fois, je parle, ah, t'as un démon dans ton estomac. En fait, le démon de l'estomac, c'est juste que bah, on a de l'anxiété et que cette anxiété crée les fascias qui entourent l'organe se figent. Donc l'estomac n'a plus vraiment son autonomie de travail. Ça crée de la boule, une boule, et voilà, le trac, etc. C'est de l'anxiété. Donc c'est un démon pour moi. Après, je parlais d'un démon d'alcool, par exemple. Alors souvent, on a dit, mais ça n'existe pas. Bien sûr que ça n'existe pas. Mais pour moi, c'est une façon de moi de mettre une forme pensée sur cette action de l'alcool qu'il y a sur le corps humain. Mais je pourrais appeler sur le sucre, parce que l'alcool, c'est du sucre, il faut se le rappeler. Hein, donc voilà, quand j'ai parlé de nourriture à un chaman amazonien, et il m'a dit, mais à l'époque j'étais assez végétarien, végétaliste. Maintenant on parle de vegan, mais on parlait pas de vegan à l'époque. Donc, fallait pas tuer l'animal, etc. et tout. Mais parce que j'avais pas encore bien compris mon côté chasseur. J'ai démarré à agriculteur, moi. Hop. Et cette notion de chasse, cette notion de carnivore, cette notion de prédateur, il n'était pas encore bien compris dans mes gènes. Une fois que j'ai compris, voilà, je mange peu de viande et ma viande est sélectionnée. Mais quand j'expliquais comment on mangeait, comme il me disait, mais pourquoi tu manges pas de viande? Bah, je disais, bah, parce que c'est des abattoirs, c'est des grandes fermes, etc. Et là, il me regardait, mais il avait des yeux comme ça, quoi. Il m'a dit, mais vous êtes des fous. Enfin, vous êtes fous. Comment vous pouvez euh, soumettre autant de terreur et de souffrance et l'ingérer après? Il m'a dit, mais vous mettez du poison Dans votre corps. Ah, mais faut comprendre que lui, il voyait juste le stress de l'animal. Lui, il sait ce que c'est l'émotion. Il sait ce que c'est l'émotion d'un arbre, voilà. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'à cette époque-là, c'est très difficile à comprendre ça. C'est qu'il ne tuait pas l'animal, c'est l'animal qui venait se faire tuer. C'est-à-dire que bah, vraiment, les chasseurs qui avaient un très fort lien à la nature demandaient que la nourriture arrive à lui.
Et il y a des animaux, et c'est la notion de sacrifice qui est très fort chez les chamans, mais qui n'est pas du tout compris par les Occidentaux. Parce que même ça, c'est très difficile à comprendre que l'animal arrive. Évidemment, hein, il va pas dire bon, ok, super, allez, j'arrive, je vais me faire tuer parce que tu vas être mangé par plus gros que soi. Fais-moi vite une prière et tout. Alors, il y a une légende Cherokee qui est bien là-dessus aussi. Et bien sûr que non, mais il se mettait dans un état où il pouvait capter l'ADN d'un animal qui était malade. Et donc, voilà, il se mettait sur le chemin. Alors, c'est difficile hein, pour nous. Hein. C'est sûr. Mais demande à des vrais chasseurs, pas les chasseurs qui se défoulent, mais un chasseur qui cherche vraiment le gibier ou qui, par exemple, le chasseur de tir à l'arc. Ça, c'est très très bien parce que il faut qu'il fasse une approche très proche de l'animal et il y a tout. Il faut vraiment qu'il sache comment fonctionne un animal, comment il fonctionne lui, etc. etc. Enfin, voilà. Non, mais je connais de vrais chasseurs, comme tu décris là. C'est vraiment des gens passionnés, très très proches de la nature, euh, très éloignés de l'image moderne Oui, du bien chasseur sûr. qui tue pour s'amuser le dimanche. C'est toujours, on fait toujours, ouais, C'est vraiment très très proche. ouais, on fait toujours des amalgames avec, c'est toujours cette image, etc. Et tout. Exact. Et là, mon Jean-Pierre, on va frôler les 2 heures, hein, quasiment encore bientôt. Déjà, Eh ben, une on a heure, parlé de rien. 1h40. De toute façon, quand on parle de rien, c'est 1h40. Hein. Ouais. Alors juste pour ceux qui nous écoutent, Oui. euh, comprenez bien que le plus important, c'est de bien comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Et ça demande un sacré travail. Ça demande d'aller chercher nos racines, c'est-à-dire chercher l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Comme ça, on évite le récentisme, on évite toutes ces conneries. Après, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait, quel est le but et où on va, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on donne. Mais pour donner, il faut recevoir aussi, c'est toi, c'est les étapes d'avant. Et ça évite beaucoup de choses, ça évite beaucoup d'incompréhension et vous allez comprendre quand vous allez regarder des vidéos lequel parle pour lui ou parle pour informer ou désinformer. Il n'y a pas de souci hein, pour moi. Ça fait partie du jeu, la désinformation et l'information. Mais voilà, si vous savez pas qui vous êtes, vous pourrez pas savoir l'autre qui il est. Hum, C'est comme la confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas avoir confiance en l'autre. Si tu te respectes pas, tu peux pas respecter l'autre. Et ça, c'est vrai que si on s'engage tous les jours, si tous les jours on fait ce travail-là, quoi. Et arrêter de dire que on fait un stage de chaman, etc., où on lit des livres sur le chaman, sur le chamanisme, et puis voilà, et on devient un chaman, on devient non, non, non. Je, je me battrais bec et ongle là-dessus. Comme n'importe quel médecin, il se battrait bec et ongle sur les bons médecins, bien sûr. Hein. Ceux qui régulièrement sont au courant des nouvelles techniques, etc. Et tout. Et puis tout d'un coup, ils voient arriver un gars qui met un caillou sur un corps et qui dit voilà, ça fait 500 euros, je t'ai soigné par l'énergie mystique de Maitreya. Arrêtez de penser qu'il va y avoir un sauveur. Le sauveur, c'est nous. Voilà. Certitude, on va mourir. On pourra faire ce qu'on veut. On va mourir. Ça va s'arrêter. Point barre. Maintenant, travailler pour comprendre ce qu'il y a après, je suis d'accord. Se remettre à quelqu'un d'autre,
n'oubliez jamais, moi je fais ça, pour moi c'est le syndrome du parachute. Le syndrome du parachute, c'est euh, vous pourrez prendre n'importe quel vrai professionnel du parachute, il fait son parachute lui-même. Ça veut dire quelque chose. Il n'acceptera jamais que quelqu'un plie son parachute. Il n'y a que les novices, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui apprend, vous avez un enfant de 7 ans, vous lui apprenez à compter, il ne va pas vous dire, non mais excuse-moi, j'ai lu 150 000 livres sur les mathématiques, c'est pas comme ça que tu dois faire. Mmh. Donc, il doit faire quelque part confiance, certitude que tu ne vérifieras jamais. Mais la certitude, c'est quelque chose qui est fort et intense. Quand qu'on est sûr de vivre et de mourir, on se met un cran au-dessus de bien de choses. On enlève les images, on enlève l'ego et on commence à comprendre l'interaction comportementale qu'on a avec les uns et les autres. On enlève ce vampirisme émotionnel qu'on prend, etc., etc. Donc, s'il y a un message ce soir que je donnais à tous ceux-là, les faiseurs de vérité, les chercheurs, les sceptiques, commencez par vous interroger qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Moi, je le fais, par exemple, regarde, ça fait quelques années quand même que je suis dedans, je suis fleuriste là. Je fais pas de conférences, je fais rien. Pourquoi? Parce que ça ne m'apportera rien. J'aimerais, hein. Je l'ai fait. Quelque part, à un moment donné, j'ai voulu retransmettre ce savoir. Jusqu'à temps que je comprenne que qui je suis vraiment pour transmettre quelque chose. Être parent, juste qui tu es pour être parent. Est-ce que tu connais l'histoire émotionnelle de tes parents pour éviter à ton enfant de reproduire des schémas comportementaux? Est-ce que tu es un bon... Alors, souvent, on disait ça hein, quand on était... Ma mère, est-ce que je suis une bonne mère? Ah, c'est fou ça, hein, ce terme. Hein. Est-ce que je suis une bonne mère? Ça veut dire déjà, tu ne sais pas ce que c'est une mère. Parce que tu ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Voilà. Donc tu ne sais pas quelque chose. Alors avant la mère, il y a la femme. Combien il y a de femmes qui passent de l'enfant, de l'adolescence à la mère en oubliant ce que c'est une femme. Pareil pour l'homme. Hein. C'est quoi un homme? Vous demandez, bah voilà, je suis un homme, j'apporte ça à ma femme. Interrogez-vous. Donc voilà. C'est important déjà de se recentrer sur soi et de dire ben voilà, je fais un travail sur moi et je me dis ben voilà, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça me donne et qu'est-ce que ça me donne pas. Et après, on peut essayer de parler et de partager, pas dire contre l'autre, ni d'être avec l'autre. C'est toujours avoir ce partage. C'est tellement difficile de partager, mais ça demande qui je suis, qui tu es. Est-ce qu'on peut se parler? Non, ben, on ne se parle pas. Moi, le sujet de la Terre plate, jamais, jamais, jamais j'ai mis un truc en disant mais c'est de la connerie ce que tu dis. Parce que pourquoi? S'il a envie de penser ça, il pense ça. Après, maintenant, est-ce que ça avance quelque chose dans l'humanité? Est-ce que ça avance quelque chose pour toi? Est-ce que critiquer la Terre plate, ça avance quelque chose pour toi? Est-ce que dire qu'on est dans une matrice artificielle, ça avance? Est-ce que dire que il y a un enfant qui va arriver et qui va nous sauver, est-ce que ça avance quelque chose? Bah, si tu peux aller à ton banquier et lui dire, ça avance quelque chose sur mon compte en banque de savoir que je vais être sauvé dans 10, 15, 20 ans? Et regardez ce qu'il répond. On est dans un monde pragmatique, avec une interaction immédiate. Si on ne sait pas qui on est, pourquoi on fonctionne et quel est notre comportement,
on se fait, mais on est un fœtus dans un torrent. Alors avant, c'était peut-être la Loire, maintenant c'est le Congo. C'est-à-dire que le fœtus de paille, il se trouve dans des vagues de 10 mètres dans le Congo. Ceux qui ne croient pas, qu'ils aillent voir à Brazzaville, le Congo. Vous verrez qu'il y a des vagues de 10 mètres. C'est un truc hallucinant. Donc voilà, petit fœtus de paille. Et le fœtus de paille, ben, on est balourdé sur les courants. Alors voilà, le courant du récentisme, le courant. On dit, alors les pédophiles, ça arrive. Bah oui, mais avant toute chose, est-ce que tu fais bien l'éducation de ton enfant? Alors peut-être ça va être violent là. On n'a pas parlé de l'amour, c'est dommage. On va le garder pour la prochaine fois. Parce que là, on va parler de l'amour et là, j'ai tout le monde à dos. Parce que s'il y a un sujet qu'il faut pas parler, c'est l'amour. Ah, intéressant. Voilà. Ouais, c'est une image. Ouais, c'est une image. Alors, on va déconstruire. J'aime bien. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là, va. Tu as éveillé ma curiosité. Mais oui, c'était parfait. Les 10 dernières minutes là, les 15 dernières minutes en solo, tu as été parfait. Non, je crois que juste, il faut que je fasse une coupe spéciale de ces 15 dernières minutes pour la balancer dans les tu sais, dans les smartphones, dans les trucs, pour qu'on l'écoute plusieurs fois, tu vois. Hein, plusieurs fois tous les jours, une fois au matin, tu vois, une fois le soir quand on rentre dans la voiture, au lieu d'écouter des conneries, au lieu d'écouter les conneries de France Info qui racontent que des bêtises, et bien voilà, on écoute ces 15 minutes-là de Jean-Pierre matin et soir, et puis on mieux. Et en plus, ça nous permettra un petit peu plus de se connecter à la Terre pour ceux qui veulent méditer et qui vont aller à des stages qui coûtent souvent une fortune et qui n'amènent pas grand-chose. Voilà, bah après, sûr. Après, il y a des choses à faire et à pas faire, voilà, à découvrir et à pas découvrir. Mais la base, je répète, la base est qui tu es. C'est chercher vos sensations. Qu'est-ce que ça interagit dans votre corps? Parce que lui, il ne ment jamais. Parce que le corps réagit tout de suite, il ne passe pas par notre néocortex, et donc il peut pas se mentir. Le corps ne ment jamais. Il faut juste savoir comment l'écouter. Allez, prochaine émission, amour, l'émotionnel, une antenne pour parler aux entités, et quatrième dimension. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Le quantique, la fractale. C'est noté. D'ici là, colle pour le week-end, tu me trouves le titre de cette émission qu'on vient de faire. Non, mais discussion au bistrot. Je suis désolé à tous les auditeurs qui nous écoutent, mais bon voilà, moi j'ai plaisir à parler avec toi, et s'il y a des gens qui nous écoutent, et ben ils apprécient, et ceux qui nous aiment pas, ben qui nous quittent. Qui les écoute pas. Voilà. C'est pas un souci. Ouais, c'est tout, ils zappent tout de suite. Allez. Bah oui. Bah écoute Jean-Pierre, c'était un plaisir. Ciao à tous, ciao Tsivano, c'est toujours un très grand plaisir de discuter avec toi. D'accord. Et ben merci Jean-Pierre. Tu es toujours dans ta boutique de fleuriste. Ouais. Et demain. Il va falloir que je ferme quand même. Et demain, oui, il va falloir que tu fermes. Et demain, c'est une grosse journée. Allez, merci. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.